Uzbek Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur. Salut à toutes, salut à tous et surtout salut le Turfu. Et oui, la rédaction d'Uzbek Erika revient dans vos esgourdes au cœur de l'été, en plein chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Et oui, dans vos esgourdes, dans vos oreilles, on est là. Pourquoi ? Parce que l'actualité ne s'arrête pas pendant les vacances et qu'il était grand temps de refaire avec vous, ou plutôt pour vous, un petit tri dans cette actualité estivale assez dense. Vous connaissez la formule, Salut le Turfu, c'est le podcast dans lequel la rédaction d'Uzbek Erika explore l'actualité du futur. On traque aussi ce que des actualités pas forcément très turfues au premier regard impliquent en fait pour les générations futures. Et donc on vous dit si c'est historique, si on s'en souviendra dans 10 ans, ou bien si c'est anecdotique et qu'on l'aura tous oublié dans 6 mois ou dans 6 jours. Alors on aurait pu vous parler des épisodes caniculaires qui n'ont plus rien d'épisodique. On aurait pu revenir sur les circonstances dramatiques de la mort de Steve Canisso lors de la dernière fête de la musique. On aurait pu commenter l'arrivée au 10 Downing Street de Boris Johnson, alias Bojo. Mais on a préféré vous concocter un menu un peu plus surprenant et surtout plus vertigineux, puisque dans les prochaines minutes, on va vous parler de Guerre des étoiles, la vraie, pas celle avec Dark Vador et Luke Skywalker. On va vous parler de taxation des GAFA et on va même vous parler de cellules humaines cultivées dans des embryons de rats. Si, on va bien se marrer, ça va être chouette. Un menu improbable concocté par la rédaction d'Uzbek, une rédaction aujourd'hui 100% féminine à mes côtés, puisque ce sont trois femmes puissantes qui m'entourent. Annabelle Laurent, Lila Megrawa et Romane Munier. Salut à toutes les trois. Salut. C'est un salut collectif. On va commencer avec toi, Annabelle. Je crois que tu veux nous emmener donc sur l'île du Japon. Dans des laboratoires où des mecs en blouse blanche font des trucs très très bizarres. C'est ça ? Et notamment un certain Hiromitsu Nakoshi. Ah oui, bien sûr. Que tu connais bien. Hiro pour les intimes. Spécialiste des cellules souches à l'université de Tokyo et à Stanford, qui a obtenu fin juillet l'autorisation officielle du gouvernement japonais pour cultiver des cellules souches humaines sur des embryons de rats et de souris. Donc il va pouvoir créer ce qu'on appelle des embryons chimères, du nom des monstres de la mythologie grecque qui avaient à la fois des têtes de lion et des queues de dragon, par exemple. Donc en mars dernier, le Japon avait autorisé la création d'embryons hybrides, mais à condition qu'ils soient détruits sous 14 jours. Mais Hiromitsu Nakoshi s'est montré apparemment très persuasif, puisque quelques mois plus tard, le gouvernement a changé d'avis et lui a donné son feu vert, donc autorisation officielle. Alors pour faire quoi exactement ? En fait, il va altérer un embryon de rat ou de souris en lui retirant le gène nécessaire au développement d'un organe, on ne sait pas encore lequel, D'accord. Et lui injecter des cellules humaines pour lui permettre de le fabriquer. L'objectif étant à terme de pouvoir cultiver dans des animaux des organes humains aptes à la transplantation, donc pour tous les patients partout dans le monde en attente de greffe. En France, ils sont près de 25 000. D'accord, c'est pour les personnes qui sont en attente de greffe. Alors, pour l'instant, la technique est très loin d'être au point, comme l'explique un super article de Justine sur uzbekerika.com. La distance génétique entre les deux espèces, donc humains et souris, étant telle que ça entraîne pour l'instant le rejet par l'organisme de la plupart des cellules humaines injectées. Donc, tant que le processus n'est pas maîtrisé, les fœtus de rats et de souris ne vont pas être portés à terme. Et les embryons hybrides vont être cultivés qu'une quinzaine de jours avant que les organes commencent à se former. Mais si ça fonctionne et les équipes sont assez confiantes, elles vont demander l'approbation du gouvernement pour altérer des embryons hybrides, cette fois de porcs, et pour cultiver pendant 70 jours. Donc on voit qu'ils veulent procéder par étapes et avec prudence, mais pourquoi c'est historique ? Parce que c'est la première fois qu'un gouvernement soutient officiellement ce type d'expérience et sans les encadrer par un délai. Donc je vous parlais de 14 jours, là le délai officiel saute. Ça ouvre des perspectives, tu le disais, assez vertigineuses sur ce qui va pouvoir être fait plus tard quand la technologie sera au point. Et on pourra bien peut-être se souvenir du fait que les barrières éthiques seront tombées officiellement au Japon.
puisque ces barrières éthiques, pour l'instant, elles sont à peu près en place dans le reste du monde. En France, la fabrication d'embryons chimères, elle est interdite par la loi bioéthique de 2011, et on lit très clairement la création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite. Donc je me disais, on est bon. C'est bon, on est protégé. Cela dit, j'ai lu un certain John DeVos, qui est responsable de l'unité de thérapie cellulaire au CHU de Montpellier, dit qu'en fait cet article montre qu'il y a un flou parce qu'on est dans le chapitre de l'embryon humain. Donc on comprend qu'il ne faut pas injecter des cellules animales dans l'embryon humain, mais l'inverse n'est pas dit. Donc, cherchez l'erreur. Aux États-Unis, il y a eu un précédent important début 2017 avec des chercheurs américains qui ont développé un embryon homme-cochon pendant 28 jours. Et ce qui était nouveau alors, c'est que c'était la première fois qu'on injectait des cellules humaines dès le tout début du développement embryonnaire de l'animal. Donc il y avait une contribution humaine à l'ensemble des tissus. Et là encore, j'étais très étonnée, donc toujours dans une même interview de John DeVos à France Info. Il dit c'est pas du tout nouveau de mélanger les cellules humaines et les cellules animales. Il y a des patients qui reçoivent des valves de porc avec succès. Et depuis vraiment très longtemps, on fabrique du sang en administrant des cellules humaines à des souris. Lila, tu hoches la tête, tu dois être au courant, mais j'avais pas vraiment conscience. Philippe Catherine, par exemple, le chanteur, a de la peau de cochon au niveau de son cœur. Il raconte qu'en fait, enfant, il avait un trou, on lui a décelé un trou au cœur. Et en fait, pour compenser, on a utilisé de la peau de cochon. Et Lila a réussi à parler de Philippe Catherine à la 7e minute de ce podcast. Donc comme chaque semaine, finalement. On peut même pas mettre de son de Philippe Catherine. On va limiter, on va le bruiter à la bouche. Et donc la limite à dépasser maintenant, ça va être sur les organes. Il dit qu'il y a certains organes qu'il ne faut surtout pas humaniser. Donc tout ce qui touche à la représentation de l'humain, la peau, les membres, les cordes vocales, et surtout le premier qui tombe sous le sens, le cerveau de l'animal, ce qui lui permet de donner cette phrase incroyable. Il ne faut à aucun prix que le cerveau de l'animal soit humanisé et qu'on se retrouve avec un porc qui aurait un cerveau en grande partie d'origine humaine. C'est vrai. Ça brouillerait la frontière entre l'animal et l'humain et ce serait inacceptable. Donc on voit bien que cette grosse barrière éthique de jusqu'où peut-on aller sans risquer de mélanger les espèces, elle est très présente. En revanche, une qui semble un peu moins se poser, c'est celle de la manipulation génétique des animaux. Puisque est-il légitime de transformer des animaux en usines à organes ? Ça va être un autre sujet intéressant à débattre dans les prochaines années. Est-ce que Aymeric Caron s'est exprimé sur le sujet lui... Il est trop occupé à parler des moustiques. C'est ça, cet été, il est déjà sur le chantier des moustiques. Donc on ne l'a pas entendu sur les chimères, mais on imagine qu'il ne doit pas voir ça d'un œil très positif en tant qu'antispéciste. Intéressant. On a beaucoup d'images en tête de cellules humaines cultivées dans des animaux ou l'inverse, puisqu'apparemment les deux sont discutables. Je vais me tourner vers Lila pour connaître ton vote. Sachant que tu es évidemment fortement influencé par la présence d'une valve de porc dans le cœur de Philippe Catherine. N'est-ce pas ? Est-ce que cette actualité est historique ou anecdotique ? Historique, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as vraiment envie de le dire ? Oui. Malheureusement, historique. Je me posais la question à partir de quel moment on considère qu'en fait il n'est plus éthique de continuer à développer tel ou tel organe. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il valide une telle recherche à l'heure de des mini-organes artificiels, des organes de synthèse. Les projets d'impression 3D. Exactement. Oui, autopromo aussi. On avait fait un article sur le sujet. C'était un article de Vincent Louquet sur les alternatives à l'expérimentation animale. Exactement. Exactement. Donc c'est plutôt étonnant qu'on aille vers ce champ d'expérimentation-là. Un historique un peu d'étonnement et un peu flippé, un peu déçu de Lila. Romane, historique ou anecdotique ? Historique aussi. J'ai l'impression que c'est un peu le début de toutes les questions éthiques aussi, comme tu disais, quelles sont les limites, même les questionnements autour de la condition animale et la fin des traitements sur les animaux, parce qu'on est quand même en train d'y réfléchir sérieusement pour tous les cosmétiques, les traitements, les médicaments, etc. Et pourquoi
Est-ce que dans ce domaine-là, on continue encore de se servir de ces animaux Oui, mais si ça peut permettre à des gens de vivre. Oui, c'est ça. On pense à ces milliers de personnes. On pense à toutes ces valves de porc qui nous permettent qui permettent à Philippe Catherine de continuer à produire des disques étonnants. Ouais. Ça me pose beaucoup de questions, donc historiques, parce que j'ai hâte qu'on ait un peu des réponses un peu plus fixes et des règles peut-être un peu plus rigoureuses dans ce domaine-là, en tout cas, pour éviter qu'on fasse trop de bêtises. Je suis content de ne pas voter, puisque ma voix ne comptera pas sur cette actualité. Je vais donc m'abstenir. Ah, tu vas t'abstenir. Voilà, je m'abstiens car c'est beaucoup trop what the fuck comme actualité. Il y a beaucoup trop C'est historique. Voilà, c'est historique, Madame Google, merci. Deuxième chapitre de notre podcast Acturfu. Et je me tourne vers Romane qui va nous faire prendre un peu de hauteur, beaucoup de hauteur même. Et oui, on va parler un petit peu de guerre des étoiles, mais alors une vraie guerre des étoiles, puisque le 13 juillet dernier, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait se doter d'un commandement militaire spatial d'ici le mois de septembre. On va arrêter avec la petite musique de Star Wars. En fait, c'est surtout la musique de l'arrivée de Dark Vador, donc c'est là où ça devient intéressant. J'espère que ce ne sera pas aussi dramatique. Cette nouvelle réforme, elle vise surtout à unifier et à renforcer les moyens militaires français qui sont pour l'instant défensifs, pour la plupart en tout cas, dans l'espace, et à intégrer 200 personnes dans une grande armée de l'air et de l'espace. Alors au total, ils vont investir 3,6 milliards d'euros dans le spatial de défense. Et cette somme va servir à financer donc, le renouvellement des satellites français d'observation CSO et de communication, de lancer aussi en orbite 3 satellites d'écoute électromagnétique et de moderniser le radar de surveillance spatiale GRAVE. Alors pour un petit exemple, ce radar il sera bientôt capable de détecter des objets de la taille d'une boîte à chaussures à 1500 km d'altitude. Donc facile. Ces outils de surveillance de l'espace et du sol, ils vont être utilisés et ils sont aujourd'hui utilisés par l'armée pour prendre des décisions stratégiques. La ministre des Armées, Florence Parly, elle a aussi mentionné de l'utilisation de nanosatellites patrouilleurs qui vont être déployés en essaim à quelques kilomètres autour des satellites à partir de 2023 pour prévenir d'une menace potentielle. Il va y avoir aussi le développement de lasers de puissance qui pourraient aveugler les satellites adverses qui seraient trop curieux. J'aime bien le concept de laser de puissance. Et on va voir aussi une future armée de l'air et de l'espace qui envisage également des petits lanceurs de satellites réactifs, plus faciles à mettre en œuvre que la fusée Ariane pour pouvoir remplacer assez rapidement les satellites endommagés. Alors pourquoi cette stratégie spatiale ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de se défendre ? Et si oui, contre qui ? Emmanuel Macron a déclaré le 13 juillet dernier que l'espace est un véritable enjeu de sécurité nationale pour la conflictualité qu'il suscite. Et ce pour 2 raisons. En fait, chaque jour, un Français utilise entre 10 et 40 satellites pour téléphoner ou se localiser. Et deuxième raison, les satellites et les radars sont de très précieux outils militaires. Alors l'espace, c'est aussi devenu un lieu de pouvoir comme un autre, puisque il y a 1 an, on en avait parlé d'ailleurs dans un podcast, le Pentagone avait annoncé vouloir créer une Space Force. La Chine et l'Inde s'entraînent à tirer des missiles sur leurs propres satellites pour montrer à quel point ils sont forts. Et les Russes, ils se sont approchés très près du satellite des télécoms militaires franco-italiens qui s'appelle Athena Fidus en 2017, si près qu'on aurait presque pu croire qu'il essayait de capter toutes nos communications. Alors aujourd'hui, si l'État veut compter dans cette course à l'espace, dans cette nouvelle guerre spatiale, il va devoir savoir tout ce qui se passe dans l'espace, devoir être autonome aussi, pour pouvoir observer, mais aussi pour protéger ses satellites, pour avoir des méthodes de dissuasion. Même si aujourd'hui, en tout cas, on ne sait pas d'où la menace pourrait venir. Pour moi, en tout cas, cette décision, elle est historique, puisqu'on passe en fait de la simple surveillance qu'on a en place depuis déjà une 30aine, voire une 50aine d'années, à de la protection active de nos satellites. Et la question évidemment qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne va pas sortir des clous du traité spatial de 1967 avec ce genre de réforme qui proscrit d'ailleurs entre autres les armes de destruction massive en orbite. Ce bon vieux traité. Et là, on a un des conseillers de Florence Parly, donc la ministre des Armées, qui explique en fin d'interview que le traité n'interdit pas la militarisation de l'espace ni la légitime défense. On militarise un peu nos satellites, mais historique de questionnement aussi, puisque militariser l'espace, c'est aussi peut-être provoquer de prochains conflits. Et de nouveaux spots conflictuels. Un nouvel espace de guerre, quoi, en tout cas. On a tout compris, c'était hyper pédagogique. Je me tourne vers
les citoyens, les citoyennes qui votent, qui vont aux urnes et qui glissent leur bulletin. Alors Annabelle, est-ce que c'est historique ou est-ce que c'est anecdotique? Je me souviens que pendant le podcast Pentagone, j'avais été extrêmement flemmarde et par pur antimilitarisme primaire, de base. J'avais dit anecdotique. Là, peut-être que j'ai écouté avec un petit peu plus d'attention, mais j'ai pas l'impression que, tu vois, 200 personnes, le budget me paraît pas faramineux. J'ai l'impression que c'est un peu de la com quand même. Ouais. On reste dans de la dissuasion. Donc, je ne sais pas si on se souviendra du 13 juillet, hormis le fait que c'est ma date d'anniversaire. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. En tout cas, maintenant, tout le monde le sait. Du 13 juillet 2019 comme étant un moment charnière où j'ai pas l'impression qu'il y ait des barrières qui sautent. Non, mais tu sens une vraie frénésie, une vraie inquiétude. Une vraie frénésie du côté des grandes puissances, en fait. Ouais. Du de côté la des concurrence pays de l'Inde, de la Chine. À se mobiliser sur ce terrain-là. Alors, le débat s'engage. Et les votes, du coup, tu... Non, moi, je maintiens mon anecdotique parce que, voilà, c'est un historique du questionnement en plus. Donc, voilà, tu me tends la perche. un historique, un anecdotique de conviction, quand même. Mais c'est sûr que c'est sur l'ampleur des moyens. C'est hyper intéressant et il faut voir. Mais j'ai pas l'impression, que. Enfin, tu parles du traité, j'ai pas l'impression que ça. Tout à coup, il y a un truc qui se débloque, qu'on passe. Enfin, tu vois, on passe en offense, à l'offensive. On en reparle dans 3 mois quand les Russes auront détourné nos Et après, ce que tu dis aussi sur le côté dissuasion et donc risque d'escalade par pur, c'est intéressant aussi. Est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre dans la mer tout seul? Alors Lila, tournant historique ou bien coup de com'? Autrement dit, historique ou anecdotique? Historique de questionnement. Moi, j'ai une. On se questionne beaucoup aujourd'hui quand même. J'ai une question en regardant ce qui a été annoncé en matière de cybersécurité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les satellites, une grande majorité du parc satellitaire installé dans l'espace, c'est plutôt des satellites basés sur des technologies anciennes, qui n'ont pas nécessairement de bouclier cybersécurité extrêmement évolué. Est-ce que tu sais si dans le volet dissuasion, est-ce que tu as un volet cybersécurité, cyberdéfense? On avait par exemple l'entreprise Symantec qui révélait l'année dernière qu'un groupe chinois pirate aurait tenté d'infecter un satellite de communication. Symantec, c'est Norton, c'est les Américains. Ouais, l'équivalent Kaspersky. Pour la Russie. Il y a eu plusieurs doutes aussi sur les satellites qui ont été utilisés pour faire avancer l'armée américaine pendant la guerre en Irak, qui auraient pu être hackés. Moi, il me semble avoir lu dans le rapport qu'ils veulent renforcer la cyberdéfense, mais j'ai rien qui m'a vraiment choqué. J'ai pas l'impression que ça soit une priorité absolue. En tout cas, c'en est sûrement une, mais c'est pas ce qui est étonnant. C'est pas ce qui est mis en avant en tout cas, mais. C'est étonnant, on pourrait totalement hacker des satellites et se retrouver dans ton scénario, Annabelle. Internet coupé. Ah oui. Bonne partie. Ton fameux scénario. Bah oui. Que j'appelle de mes voeux pour une déconnexion. Donc agressive. Historique de questionnement. Je vais être obligé de trancher alors. Réalité. Eh bien, je tranche en faveur d'un historique. Allez. Je pense que c'est un côté militariste. Oui, j'aime bien. Moi. Au service de la France. Non, mais c'est important. C'est un tournant. C'est un peu un tournant contraint et forcé. Mais la France a une tradition de puissance spatiale qui l'oblige un peu à se positionner sur ce créneau-là, à mettre des moyens, à confirmer qu'elle a une stratégie cyber aussi bien affirmée et qu'il faut qu'on est entré, mais c'est un peu ce qu'on a exploré dans des récents articles, notamment Lila, avec plusieurs papiers et plusieurs interviews, mais on est en fait déjà dans une forme de cyberguerre qui est latente, qui est froide, qui passe par des conflits diplomatiques comme l'affaire Huawei et des attaques sur du privé.
Mais on est déjà dans cet état-là, et je trouve ça légitime que la France prenne un peu ses dispositions, même si on n'est jamais à la hauteur en termes de moyens. Mais après, si tu mets trop de moyens, on va dire que c'est une politique militariste. C'est un peu comme l'IA, en fait. C'est le plan IA. Il pèse pas grand-chose par rapport aux investissements chinois ou américains, mais si tu le fais pas, on te le reproche. Et si tu mets trop d'argent, on te le reproche aussi. Mais je trouve ça intéressant que la France assume de prendre ce virage-là à ce moment-là. En amont de l'Europe aussi. Oui, en ils étant... ont demandé l'aide de l'Allemagne ou ouais. Mais là, c'est vraiment une initiative. Cavalier seul, comme sur le sujet suivant. Plutôt sceptique. Ouais. Et intéressant aussi de voir que la France, l'armée française a ouvert une branche conflit lié au climat récemment. Donc ça aussi, ça prouve un tournant dans les consciences et dans les priorités et les nouvelles zones de conflit et facteurs de risque. Donc historique. Ouais. C'est historique. Ah ouais. Un podcast historique pour le moment. Alors, chapitre ça va pas rester longtemps. numéro 3. Tu ne sais pas. Lila commence déjà à s'auto-saborder. On va donc faire exprès de prendre le contre-pied. Tu vas nous parler de quoi, Lila, pour la 3e actu de ce podcast? De taxes GAFA dans la famille de la saga Trump contre On revient sur le Terre. reste du monde. Nous avons l'épisode taxes GAFA. Alors, lassé d'attendre après l'unanimité de l'Union européenne sur le sujet, ça fait en effet quelque temps déjà que se discute la possibilité d'une régulation à niveau européen sur une taxation commune des entreprises du numérique. Donc lassé, la France, sur l'impulsion de son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, Hermès. Tout à fait. Comme il s'était présenté et auto-surnommé. Hermès ? Oui. En référence au dieu messager. Oui, le messenger. I am the messenger. Un homme lettré, Bruno Le Maire. Bien sûr. BLM. Germanophone. Boulard, quoi. Pardon. Donc, sur l'impulsion du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et surtout l'officialisation du Parlement, donc la France a promulgué, ça y est, c'est officiel, la taxation des GAFA ou géants du web. On découvrira pas seulement que ça concerne pas seulement les GAFA. Donc cette taxation qui s'élèvera à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires. Alors c'est historique peut-être, à minima cette taxe dérange si on en croit les différentes réactions. 3% des profits réalisés dans le pays, c'est ça Alors non pas des profits, du chiffre d'affaires. D'accord. Pas les bénéfices, vraiment le chiffre d'affaires. Alors, la taxe GAFA a beaucoup énervé Donald Trump, qui a lancé dans la foulée une enquête sur ce projet français et surtout menacé la France de représailles douanières sur son vin, à coup de mon vin américain est meilleur que le tien, by the way. Alors en vrai, c'est quoi la taxe GAFA ? Alors, ça devrait être actif, être rétroactif, donc à partir de janvier 2019. Alors, toute entreprise réalisant un chiffre d'affaires sur ses activités numériques en France sera taxée à hauteur de 3% sous réserve que son chiffre d'affaires s'élève à au moins 750 millions d'euros et 25 millions en France. Presque concernée, mais ça... c'est ça. Parce qu'on l'appelle taxe GAFA, mais elle va concerner du coup un peu plus que 4 entreprises. Les entreprises du numérique, mais a priori pas les startups, les startups florissantes. Il faut avoir du gros bénéf et de la bonne trésor, quoi. Exactement. Je salue ta maîtrise du jargon économique. I am Hermès, the messenger. Alors, en tout, cette taxe devrait rapporter, selon Bruno Le Maire, 650 millions d'euros de recettes en 2020. Sauf qu'en fait, cette taxe, elle ne serait pas entièrement adapté au modèle des plateformes. Si on prend le cas d'Uber, Uber par exemple a annoncé en 2018 un chiffre d'affaires en hausse de 46%, on l'a estimé à 11 milliards, donc a priori tout va bien, sauf que
Sauf qu'Uber enregistre des pertes considérables sur ses bénéfices depuis plusieurs années. L'entreprise avait perdu plus d'1 milliard de dollars en 3 mois en début d'année. Le chiffre d'affaires n'est donc pas vraiment représentatif de la santé d'une entreprise et encore moins d'une entreprise du numérique. Puisqu'en fait, les entreprises du numérique, c'est un peu basé sur le modèle de fake it until the others die, à savoir fin jusqu'à ce que les autres crèvent, jusqu'à la mort des... Au sens de feindre, hein, et pas au sens de la fin. Pardon. Oui, trompe ton prochain pour et tes investisseurs, le tuer. Exactement. Donc Uber, par exemple, multiplie depuis pas mal de temps ses activités, livraison de nourriture, trottinette électrique, voiture autonome, tout ça pour occuper le terrain, noyer ses rivaux jusqu'à se retrouver en situation de monopole. C'est un peu le principe d'une start-up, une entreprise du numérique. Les bénéfices seraient, eux, plus fiables, sauf qu'en fait, c'est compliqué pour l'État français d'ajouter une taxe sur les bénéfices. En fait, ces entreprises sont plutôt protégées par des conventions, ce qu'on appelle des conventions fiscales bilatérales, pour éviter en fait une forme de double imposition. Donc en fait, légalement, on n'est pas en droit aujourd'hui de taxer sur ces bénéfices. Donc l'État français, à défaut, cherche donc à imposer cette assiette, le chiffre d'affaires. D'accord. Donc ces 3%, je le disais un peu plus tôt, ça va concerner à peu près 27 entreprises. Donc, c'est pas énorme non plus. Donc 4 françaises. On appelle ça la taxe GAFA, mais ça concerne aussi bien Alibaba, Rakuten, qui me semble est franco-japonais, tout à fait. Si je me trompe. Japonais au Zalando, départ, allemand. Du côté français, on a Criteo. On a Criteo, Axel Springer, il me semble que c'est allemand, donc bon, baptiser ça taxe GAFA, c'est peut-être un peu abusif. Alors pourquoi c'est historique quand même ? Alors c'est historique, je dirais symbolique. Alors d'abord, Emmanuel Macron s'y était engagé lors de sa campagne. Et surtout, en fait, la France espère entraîner dans son giron, par la preuve, d'autres pays. Elle espère emmener avec elle l'Espagne, l'Italie, qui a déjà commencé à y réfléchir, qui a même déjà depuis quelques années passé des accords notamment avec Google sur la fiscalisation. On sait que le Royaume-Uni a entré un projet de loi de taxe au Parlement. Et surtout, Bruno Le Maire plaide également pour une taxation au niveau de l'OCDE. Et apparemment, la réflexion serait en bon chemin. Moi, je pense que ça pourrait être historique si c'est suivi par l'Union européenne, effectivement, et surtout si ça permet de financer une espèce de complément, je sais pas, de l'État-providence. En fait, ça pourrait, si ça pouvait permettre... À quoi va servir l'argent, c'est exactement, ça aussi. Exactement. Le fléchage de l'argent récolté. Si ça pouvait permettre, par exemple, d'offrir des aides sociales à tous ces travailleurs des plateformes et à aider à financer une nouvelle mouture de l'État-providence. Et sinon, on peut distribuer des tablettes dans les écoles. Bien sûr, évidemment. Donc voilà, donc je pense que... Un historique d'espoir. Ouais, c'est historique d'espoir. C'est probablement un coup dans la fourmilière et peut-être qu'on donnera envie à d'autres pays d'y aller. Alors, Romane, je me tourne vers toi. Est-ce que c'est historique, cette taxe GAFA à la française ? Moi, je vais dire plutôt anecdotique. Désolée, Lila. Tu me brises le cœur. J'ai l'impression que maintenant, les taxes, c'est un peu le seul outil de pression démocratique qu'on a contre les entreprises du numérique. On va le sortir à tout va. On va essayer de croire qu'en faisant des taxes, on va arriver à leur faire payer leurs impôts correctement, à leur faire respecter nos lois, et tout ce qui rentre en tout cas en compte dans nos valeurs démocratiques, on va dire. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est pas vraiment la solution, même si... Ça pourrait être quoi la solution ? Je sais pas. Pas. J'ai aucune idée, mais j'ai l'impression que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, qu'on s'attaque à quelque chose qui peut se résoudre, je pense, autrement, de manière intelligente. Too big to pay.
Ouais, anecdotique pour moi. Je pense que si en tout cas les autres États européens ne suivent pas la France, au final ça va vite être... Un coup d'épée dans l'eau, plus qu'un coup de pied dans la fourmilière. Il nous manque 3 pays, en vrai. La Suède, le Danemark, et 3e, c'était... Il n'y a pas l'Irlande. Ah, l'Irlande, pardon. Évidemment, Bah, nos évidemment, amis pardon. qui ont la chance d'héberger les sièges Europe de la plupart des GAFA. Annabelle, historique ou anecdotique ? Historique d'espoir, parce que j'adore Bruno Le Maire. Non, pas du tout. Non, mais parce que je trouve ça quand même pas mal quand même de se dire que la France mène... ça fait plaisir. Et un combat quand même extrêmement nécessaire. On n'est absolument pas armé pour récupérer une partie de la croissance de ces entreprises, sachant que Facebook et Google se font des... J'ai envie de dire couilles en or, mais je l'ai dit. C'est fait, trop tard. En ponctionnant les entreprises françaises qui payent des millions pour tout leur revenu, c'est de la pub. La pub en ligne. Et c'est fou de se dire qu'il n'y a pas de retour. Qu'il n'y a déjà pas de retour fiscal. Donc, ces millions qui s'échappent, allons-y, allons les rattraper. Enfin, c'est évident. Et en effet, l'OCDE mène un combat depuis des années. Et là... on n'a pas réussi à avoir les autres avec nous, mais on peut lancer. Venir. En fait, ils se sont dit, on n'attend pas le grand soir fiscal et on n'attend pas... on y va. Alors, j'ai lu aussi beaucoup de critiques, puis t'en as évoqué plein. Enfin, peut-être qu'on n'a pas fait exactement les choses quand il fallait, mais historique d'espoir, parce que faut à suivre. Et après la politique de la chaise vide de Gaulle, la politique de la taxe tout seul de Macron, ça peut marcher. Moi, je trouve que c'est aussi assez courageux, cette idée de preuve par l'exemple. On verra si ça prend ou pas, mais j'aurais voté anecdotique aussi. Anecdotique. Pardon, historique. Oh là là, je me contredis moi-même. Mince. Il y a trop de questionnements, tu vois. À chaque fois, on nuance nos historiques et nos anecdotiques. Non, historique, bien sûr. Pour saluer le courage de la France. Et je pense que c'est un petit peu le message d'ailleurs de ce podcast. On a beaucoup questionné la puissance géopolitique et économique de notre puissance française, voilà, qui est pour certains un nain et pour d'autres encore un peu un géant. Madame Google qui m'a coupé la parole littéralement, mais pour elle n'est pas contente. Qui a voulu confirmer ce que tu dis. Voilà, c'est historique. Voilà, vous aurez compris le verdict. On a donc 3 actualités historiques, des chimères au Japon, une taxe GAFA en France et désormais un commandement armé également du côté de la France. Mais c'est déjà l'heure de se quitter. Et oui, 3 actus seulement dans notre besace. On revient bientôt. Je ne m'engagerai pas sur une date car nous sommes début août et que c'est une période un petit peu creuse. Il n'y a que nous qui travaillons à cette période-là. Donc merci à Annabelle, Lila, Romane. Continuez à nous écouter, à nous lire aussi. Il y a notre dernier numéro qui est en kiosque pour bien passer l'été. Et puis à très bientôt. Salut.